Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler du prix. Le prix est une métrique qui est très souvent utilisée afin de mettre en avant une technologie, car elle serait pas chère. Mais la monnaie doit être utilisée avec précaution, car elle peut rapidement mener à de mauvaises conclusions. Cette vidéo complémentaire portera sur la mauvaise comptabilisation qui mène à penser que le photovoltaïque est bon marché. Sur le sujet général de l'argent, je vous conseille la première vidéo complémentaire sur le salaire, mais également la chronique sur la rivalité entre l'Allemagne et la France disponible sur 2000watts.org. Afin que mes propos et mon analyse ne soient pas mal interprétés, j'insiste sur un élément que j'essaie de rappeler dès que possible, car je ne suis pour ou contre aucune technologie. Je suis pour la compréhension et l'acceptation démocratique des conséquences de nos choix. De ce fait, les ENR sont nécessaires et non négociables pour une transition vers une société bas carbone, mais elles viennent avec des contraintes sur le contexte socio-économique qu'il faut accepter et comprendre pour éviter de se prendre le mur de la réalité de plein fouet. De plus, le nucléaire a certes des avantages, mais il a également des inconvénients. Mais surtout, ne change pas fondamentalement la donne. Et donc, l'élément primordial selon mon analyse et mon opinion est la sobriété. Je vais également faire de nombreuses références au coût du salaire, car tout produit contient du salaire. Mais le salaire national devient des taxes et impôts pour l'État, avec lequel l'État vous fournit des services. En schématisant ce point, un citoyen dispose d'un salaire. Une partie de ce salaire lui permet de payer des biens et des services qui deviennent des salaires pour d'autres citoyens. Ces salaires permettent également de payer des impôts, taxes et accises à l'État, avec lequel l'État paiera des fonctionnaires et des infrastructures qui nous fourniront des services tels que les soins de santé, des transports publics ou des centres d'éducation et de formation d'où nous ne payons réellement qu'une faible partie. Et je conseille à nouveau la vidéo sur le salaire pour mieux comprendre le salaire direct et indirect. Commençons maintenant avec le prix du photovoltaïque tel qu'il est communiqué. Je vais prendre un prix bas et conservateur de 1000 € par kilowatt crête installé. Selon le Global Solar Atlas, 1 kW crête produira annuellement 1100 kWh. J'ai également indiqué une valeur pour une partie nettement plus ensoleillée de l'Europe. Le prix du kilowattheure affiché est donc compris entre 5 et 10 centimes selon différentes hypothèses. La durée de vie, la perte de production annuelle d'environ 0,5% car chaque année les panneaux photovoltaïques se dégradent et produisent donc moins. Le remplacement de l'onduleur qui a une durée de vie entre 10 et 15 ans et les frais annexes. Quand on compare ce prix avec le prix des fournisseurs qui était inférieur à 30 centimes avant la guerre en Ukraine, le prix du kilowattheure photovoltaïque est donc nettement plus intéressant. Et je comprends parfaitement l'engouement pour cette technologie de production qui semble nettement plus intéressante financièrement. Pour la suite, je vais prendre le prix le plus bas de 5 centimes par kilowattheure, ou 50 € par mégawattheure. Comment le réseau fonctionne-t-il dans la pratique? Le ménage équipé de panneaux photovoltaïques produit de l'électricité, dont il autoconsomme de 30 à 50%. Le reste est envoyé sur le réseau et aux autres utilisateurs, la production de biens, la production de services et les ménages. L'électricité sur le réseau a un prix général qui varie selon l'offre et la demande. À ce titre, je vous conseille vivement les vidéos de Gilles Miteau sur sa chaîne Eureka, ou si vous n'avez pas le temps, mon article qui traite de ce sujet sur 2000watts.org. Il faut donc considérer les différents éléments constitutifs du réseau afin d'avoir non pas le prix affiché, mais le prix du système complet, celui qui permet d'avoir le même niveau de service global. Nous allons donc traiter du pourcentage d'autoconsommation, des frais de réseau, de la TVA et autres taxes, et enfin du prix de l'électricité. Sur base des données de 10 années de production et de consommation de Elia, le gestionnaire d'infrastructures belge, et sur base de différents prix de fournisseurs de batteries, j'ai estimé le coût du kilowattheure dans le cas d'un ménage qui souhaiterait être presque indépendant avec 99% d'autoconsommation. Celui-ci est au mieux de 400 € par mégawattheure pour un ménage qui adapterait sa consommation à sa production. Pourquoi pas 100%? Car le coût atteint plus de 800 € par mégawattheure si on souhaite atteindre l'indépendance totale. Car une rare semaine complète très nuageuse demanderait une quantité de batterie totalement surdimensionnée. En effet, moins on a de batterie, moins elle coûte cher par kilowattheure rendu. Car
Peu de batterie égale beaucoup de cycles, égale beaucoup de kilowattheures par kilowattheure de batterie. Et au contraire, beaucoup de batteries implique qu'elles sont moins souvent utilisées. Si le pourcentage d'autoconsommation est inférieur à 100%, alors deux choix s'offrent à l'utilisateur. Soit il accepte de ne pas disposer d'électricité à certains moments, et c'est une possibilité qui peut être envisagée, mais qui n'est actuellement pas encore socialement très acceptée. L'autre option est de prendre de l'électricité au réseau, ce qui implique que l'utilisateur a besoin d'un réseau en état de marche. Les frais de réseau sont majoritairement composés de salaires, et je vous renvoie à l'explication préalable concernant ce point. Ils sont d'environ 10 cents par kilowattheure. Le réseau est une immobilisation à dégradation temporelle et non d'usage. En effet, ce sont les intempéries et le passage des saisons qui vont demander des travaux, et non pas l'usage du réseau qui ne dégrade presque pas celui-ci. La facturation, théoriquement, devrait donc être forfaitaire, ou éventuellement selon la puissance maximale utilisée, mais ceci serait nettement plus complexe et problématique à mettre en pratique. Dès lors, c'est le choix de la facturation à la consommation qui a été appliqué. Et ceci est une forme de taxe redistributive, car ce sont les ménages les plus aisés qui consomment le plus d'électricité. Et cet élément est à garder en mémoire pour le prochain point. Concernant le coût forfaitaire, je vous propose une analogie qui devrait vous faire comprendre cet élément. Est-ce que vous payez votre assurance ou votre mutuelle uniquement quand vous allez chez le médecin ou à l'hôpital? Non, vous payez ce service mensuellement et via vos impôts afin qu'il soit disponible quand et si vous en avez besoin. Quand vous payez vos soins de santé, vous ne payez que le service presté et non pas le service global qui repose sur des infrastructures et du personnel formé et qualifié. Et ces deux éléments ne s'usent pas ou peu avec l'usage, au contraire des médicaments, bandages, examens et autres soins qui sont consommés à l'usage. De ce fait, le photovoltaïque tel qu'il a été mis en place est injuste, car statistiquement, c'est surtout la classe moyenne supérieure qui en a profité, les propriétaires, les ménages avec de l'épargne ou les ménages pouvant emprunter. Pourquoi? Car l'État a augmenté ses dépenses pour ces ménages via des incitants, primes, subsides ou baisses d'impôts. Ces ménages qui participent donc moins au prix du réseau, qui pourtant devrait être forfaitaire. De plus, le compteur qui tourne à l'envers a renforcé ce point et a réduit d'autant plus la participation financière de ces ménages aisés au coût du réseau, en augmentant le coût pour les autres ménages non propriétaires ou sans épargne. Sans oublier les autres taxes composant de la facture d'électricité et n'ayant souvent pas de rapport avec le réseau comme nous allons le voir juste après. En ce qui concerne la baisse des émissions de CO2, je suis entièrement d'accord et les propriétaires auraient dû être rémunérés par la collectivité pour ce point. Cependant, je trouve le système antérieur et actuel totalement disproportionné et inéquitable. Si l'on analyse les composantes de la facture d'électricité, on retrouve les éléments suivants. La contribution aux énergies renouvelables, ceux qui ne disposent pas de photovoltaïque payent ceux des autres. Cette contribution porte aussi sur l'éolien qui fournit plus d'électricité en hiver et qui est donc également intéressant pour les possesseurs de panneaux photovoltaïques. Ensuite, l'augmentation du coût du réseau de 44% sur 10 ans. Pour information, le prix de 10 cents par kilowattheure repris précédemment était le prix de 2018. Enfin, les surcharges qui sont majoritairement des impôts n'ayant pas forcément de lien avec la transition. J'attire également votre attention sur le prix du kilowattheure qui comporte également un coût du CO2. Ceci est une taxe à nouveau qui est utilisée pour la transition énergétique, dont de nombreux investissements, comme les interconnexions par exemple, sont bien utiles au photovoltaïque. Les explications du coût des surcharges nous indiquent que cette taxe est allouée à la sécurité sociale, à l'énergie nucléaire, aux OSP des CPS, qui sont des obligations de service public pour les centres publics d'action sociale, ou encore pour l'éolien. Je ne dis pas que ces coûts sont inutiles, je pense juste que ceux-ci devraient être payés équitablement par l'ensemble de la population. Pour les prélèvements régionaux, on retrouve des destinations similaires pour lesquelles je trouve que, à nouveau, elles devraient être payées équitablement par l'ensemble de la population. Pour rappel, ce sont les classes moyennes supérieures, dont je fais partie, qui ont statistiquement plus investi dans du photovoltaïque. Et à titre d'information, je ne dispose pas moi-même de photovoltaïque, au contraire de la majorité de mes voisins. Maintenant, le prix de l'électricité.
Avant 2020, le prix de réseau était d'environ 40 à 70 euros le mégawattheure, ce qui est conforme à l'estimation du coût du photovoltaïque réalisé précédemment. Cependant, attention, avant 2020, le coût d'une installation était bien plus élevé et le prix du kilowattheure photovoltaïque était de 80 à 150 euros. Dès lors, économiquement, cela signifie que les propriétaires qui avaient un compteur qui tournait à l'envers forçaient le réseau à accepter de l'électricité chère en échange d'électricité pas chère quand ils en avaient besoin. Ceux-ci auraient donc dû logiquement composer le réseau pour cette différence. Actuellement, par contre, il y a beaucoup plus de ménages et d'entreprises qui sont équipés de panneaux photovoltaïques, pour un prix nettement supérieur à 50 euros le mégawattheure, étant donné qu'il faut considérer l'intégralité du parc de production, ancien et récent. Le prix du réseau est nettement plus difficile à estimer et est compris entre 50 et 250 euros, étant donné le contexte international. Cependant, lorsqu'il y a du soleil, toutes les installations produisent en même temps, et comme cette production est concentrée en été aux alentours de midi, la production dépasse la demande et les prix deviennent négatifs, ce qui a des impacts sur les autres moyens de production, tels que l'éolien. Concernant les prix négatifs, les centrales nucléaires belges n'étant pas flexibles, le nucléaire joue évidemment un rôle. Cependant, je trouve cette remarque un peu étrange, sachant que le prix du mégawattheure éolien est compris entre 80 et 150 euros, et cela même sans BOSS, Balance of System, c'est-à-dire ce qui permet d'assurer la fréquence et la tension du réseau pour éviter que celui-ci ne s'effondre. Enfin, je réitère, ceci est une constatation économique et pas un argumentaire pro-nucléaire. Je trouve l'énergie nucléaire certes intéressante, mais risquée dans un monde qui se déstabilise, sans oublier que l'énergie permet également de détériorer l'environnement lors de son usage. Et avec une énergie infinie, on pourrait faire des conneries infinies. En considérant les différents coûts qui devraient logiquement soit être payés par les ménages équipés de photovoltaïque, comme la taxe prosumer permettant de renforcer le réseau local, ou encore les coûts qui devraient être partagés par tous les ménages, le prix du mégawattheure réel serait au mieux de 300 euros le mégawattheure. À noter ici que je n'ai pas considéré les prix négatifs ou la rémunération des kilowattheures fournis au réseau, étant donné les explications précédentes. J'ai également retranché 20 euros de certificats verts et ce montant devrait évoluer à la hausse selon le prix de la tonne de CO2 future. Je signale également que le prix de l'autoconsommation devrait également intégrer les taxes. Il faut également comprendre l'importance de la balance commerciale et ses enjeux dans le cadre de la transition. À ce titre, je vous conseille l'article qui traite de ce sujet sur 2000watts.org. La balance commerciale, ce sont des échanges commerciaux entre deux États. Les citoyens de A achètent des biens et services au pays B et inversement. Prenons par exemple l'exemple du Qatar à qui nous achetons du gaz. Et avec le revenu de ce gaz, les Qataris achètent des biens et des services en Europe. Et la balance commerciale est équilibrée, car 100% de l'argent versé revient de nos économies nationales en créant de l'emploi et donc des revenus pour l'État. On peut faire de même avec les autres exportateurs de gaz principaux de l'Union européenne. Par exemple, pour la Russie comme pour la Chine, ces deux pays ne nous rendent que la moitié des dépenses qui sont effectuées chez eux. Cependant, la balance commerciale avec la Chine se déséquilibre depuis plus de 10 ans, avec une augmentation importante du déficit depuis 2020. La Chine vise à maintenir son marché domestique, qui serait de toute manière hors d'atteinte pour les pays européens, vu nos niveaux de salaire actuels. Dès lors, dans le cadre d'une transition bas carbone basée sur des technologies dont la chaîne de valeur est détenue par ce pays, ceci présente un risque d'appauvrissement important pour les populations européennes. Comme expliqué précédemment, la différence de salaire est un faux problème et je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Cependant, un travail dans l'industrie photovoltaïque ne produit pas autre chose et de ce fait, nous aurions probablement une baisse de la production de biens et de services et donc une légère inflation liée à cette réindustrialisation. Le vrai problème se situe dans les coûts des énergies qui fondent l'économie d'un pays. Et au même titre que lors de la révolution industrielle, l'économie chinoise est basée encore à 50% sur l'usage du charbon. Le charbon permet d'avoir une électricité pilotable à moins de 35 $ le mégawattheure, et encore bien moindre car ce prix comporte du salaire, des taxes et une rente qui revient dans les caisses de l'État. D'un autre côté, le photovoltaïque est nettement plus coûteux et basé sur une dégradation de notre balance commerciale avec ce pays.
En conclusion, le photovoltaïque est effectivement utile à la transition grâce à sa baisse des émissions de carbone. Cependant, il a un prix réel élevé, son ROI est faible par rapport aux énergies fossiles. Le prix actuel du PV est un leurre. Le recyclage des panneaux photovoltaïques malheureusement n'améliore que peu son ROI et donc son prix. Le photovoltaïque induit également une dépendance technologique à la Chine. Et enfin, le photovoltaïque doit être équitable, comme cela a été expliqué précédemment. Il faut donc le déployer de manière réfléchie et à hauteur du contexte socio-économique futur réel, et non tel qu'on espère ou souhaiterait qu'il soit. Il est donc envisageable qu'il y ait déjà assez, voire trop de photovoltaïque en Europe.